Bonsoir, bienvenue dans la seconde partie de notre débat. David Cameron a organisé un sommet à Londres de lutte contre la corruption. Une quarantaine de chefs d'État et de gouvernement ont fait le déplacement. On va en parler dans un instant avec mes invités. Quarantaine donc, de chefs d'État et de gouvernement, dont des pays qui sont connus pour la corruption. C'est le cas de l'Afghanistan, c'est le cas également du Nigeria. Il faut savoir que selon une étude du FMI, 2% de la richesse mondiale, ce qui représente 1 500 à 2 000 milliards de dollars, sont perdus chaque année en pot de vin. Alors au-delà de la photo de famille, à quoi va servir ce sommet concrètement? Des déclarations de bonnes intentions, mais après, on va en parler tout de suite avec mes invités, avec Jacques Terret, vice-président de Transparency International, avec Frédéric Röderer. Bonsoir, vous êtes directrice France de l'ONG One, qui est une organisation de lutte contre la pauvreté, et Patrick Moulette, chef de la division anticorruption de l'OCDE, qui est l'Organisation de coopération et de développement économique. Bonsoir. Avant de commencer ce débat, on va tout de suite écouter le Premier ministre britannique, David Cameron. C'était à l'ouverture de ce sommet. En fait, les dirigeants de plusieurs pays extraordinairement corrompus vont venir en Grande-Bretagne. Le Nigeria et l'Afghanistan sont parmi les plus corrompus du monde. Alors ça, c'était la boulette de David Cameron. C'était quelques jours avant avec la reine Elisabeth II, le Premier ministre britannique, qui a donc pointé du doigt la corruption de l'Afghanistan et du Nigeria. On va réécouter, si vous le voulez bien, le Premier ministre britannique. Je crois que la corruption est un cancer au centre d'un très grand nombre de problèmes dans le monde. Si nous voulons voir les pays sortir de la pauvreté et devenir riches, nous devons lutter contre la corruption. Patrick Moulette, c'est David Cameron qui organise ce sommet. A-t-il la crédibilité pour le faire, le Premier ministre? Absolument. Je pense qu'il a eu le mérite de prendre cette initiative. C'est une initiative courageuse. Ça ne va pas forcément de soi de convoquer les leaders, c'est-à-dire les chefs d'État, les premiers ministres des gouvernements du G20 et même au-delà, pour renforcer à nouveau la volonté politique. Parce que ce qui est fondamental pour lutter contre la corruption efficacement, c'est la volonté politique. Or, on sait très bien, la volonté politique varie. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des engagements, il y a des traités qui sont signés. Mais s'il n'y a pas de temps en temps, je dirais vulgairement, une petite piqûre de rappel politique pour mettre la pression, les efforts peuvent s'estomper et retomber. Donc c'est une initiative que... C'est une bonne initiative, ça on l'a bien compris, mais le fait que ce Premier ministre, quand même, qui a été impliqué dans les Panama Papers pour avoir eu de l'argent sur un compte offshore et qui aujourd'hui organise ce sommet, est-ce qu'il n'y a pas un problème de légitimité presque, où vous dites non, c'est pas grave? Je ne dirais pas que ce n'est pas grave. Je pense qu'il ne faut pas exagérer ce cas, les informations que vous mentionnez. Tout le monde en a connaissance. On en a connaissance il y a plusieurs mois. Ce sont des choses qui arrivent dans le cadre du système des trusts. Je ne suis pas un expert moi-même sur ce système, mais franchement, faire grief à M. Cameron de cette histoire, je crois que c'était un peu loin. Moi, je mettrais plutôt à son crédit le fait qu'il a été déterminé à convoquer les leaders mondiaux pour faire des nouvelles avancées dans la lutte contre la corruption. Jacques Terret, vous voulez réagir ? Je partage le point de vue de Patrick Moulette en ce sens qu'il y a beaucoup de problèmes à résoudre pour combattre la corruption. Parlons des gros problèmes. Et s'il n'y avait que celui-là, nous serions beaucoup plus tranquilles. Jacques Terret, qu'est-ce qu'il faut attendre de ce sommet? Parce que quand même, quand on voit l'intitulé, la lutte contre la corruption, la lutte internationale contre la corruption, on se demande bien s'il ne s'agit pas là de déclarations de bonnes intentions. Concrètement, qu'est-ce qui peut en ressortir? Eh bien, c'est à nous, autour de cette table, à faire en sorte qu'il en sorte quelque chose. C'est-à-dire que pour l'instant, effectivement, on n'est pas vous avez raison de dire que ce sont plutôt des promesses que des réalisations ou que des décisions ponctuelles. Mais qu'est-ce qu'on peut en attendre alors? Donc ils vont tous être autour de la table, il y a la Russie qui est là, il y a l'Afghanistan, il y a le Nigeria, des pays ultra corrompus. Ils vont dire, bah oui, écoutez, on est d'accord, on va signer une déclaration d'ailleurs qui ne sera pas contraignante, l'accord ne sera pas contraignant, à la demande d'ailleurs de la Russie. Donc finalement, c'est pour la photo de famille. Mais de toute façon, ça ne pouvait pas être contraignant. Quand on se réunit autour d'une table, les décisions ne sont pas contraignantes, sauf quand on signe une convention internationale, qui n'est pas le cas pour l'instant, n'est-ce pas? Mais ce qui est important, c'est de savoir s'ils ont lancé un processus, et ce sera à nous, et notamment à mon vis-à-vis, M. Moulette,
de faire en sorte que ces promesses soient traduites en choses concrètes. Et c'est quoi justement les choses concrètes? Les choses concrètes, c'est qu'on arrive à percer derrière les écrans que sont les sociétés coquilles, les trusts, les fondations, qu'on arrive à percer cet écran pour trouver les vrais bénéficiaires des comptes bancaires, des immeubles de Londres, etc. Vous voyez ? Frédéric Roeder, vous qui travaillez pour une ONG qui lutte contre la pauvreté, c'est One, et qui s'intéresse justement à l'impact de la corruption dans les pays pauvres, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le principe, c'est que les puissants s'enrichissent et que les pauvres deviennent encore de plus en plus pauvres. Qu'est-ce que vous attendez d'un tel sommet? Est-ce que ça vous fait sourire de les voir là tous autour de la table, ou vous vous dites c'est quand même un premier signal? Alors, tout d'abord, c'était très bien de convoquer ce sommet. Et il y a eu beaucoup de discussions avant. Pour nous, ce qui compte, c'est les actes. Et là, il y a eu donc une déclaration à la fin qui, en effet, n'est pas contraignante. Il y a eu aussi des plans d'action par pays. Et donc, ce qui va être intéressant maintenant, en effet, c'est de regarder la mise en œuvre. Mais même si on regarde juste les plans d'action à ce jour, il y a eu des avancées considérables, notamment dans le plan d'action de la France. Il y a aussi eu des grandes déceptions. Et je les pense avancées considérables d'abord. Oui. Quelles sont-elles? D'accord, parlons d'abord des choses positives. Allez, on va être d'abord positive. Exactement. Alors ça, c'est une très bonne nouvelle parce que la France est le premier pays à annoncer de mettre en place des registres publics des propriétaires réels, des sociétés et des trusts. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est en fait de savoir qui se cache derrière les sociétés écrans, les trusts. Des trusts sont des entités encore plus opaques que les sociétés écrans. Et c'est vraiment ces entités-là qui sont au cœur de beaucoup de scandales de corruption, d'évasion fiscale, qui sont aussi au cœur d'ailleurs des Panama Papers. Et donc l'idée, c'est de mettre cette information, déjà de la collecter et de la mettre dans le domaine public. Donc c'est une sorte de registre finalement, où derrière par exemple les immeubles à Londres, parce qu'il y a beaucoup d'argent sale comme ça qui est blanchi dans l'achat d'immobilier, notamment à Londres, c'est-à-dire que dorénavant, il y aura un registre avec le nom du propriétaire de chaque immeuble et pas uniquement la société. Alors, il y aura 2 registres en France qui vont nous dire qui se cache derrière les sociétés et les trusts, pour, bien évidemment, quand il y a un lien avec la France. Après, le Royaume-Uni, et ça d'ailleurs, c'est une initiative très intéressante. De David Cameron d'ailleurs, qui l'a annoncé aujourd'hui. Annoncé un autre registre qui, en effet, porte sur les biens immobiliers. Et l'idée, en effet, d'empêcher les corrompus de réinvestir leur argent sale dans des belles maisons le long du Hyde Park. Donc ça, c'est en effet une initiative très intéressante. Maintenant, les points négatifs. Exactement. Alors là, j'ai envie de dire, ce sommet, c'était quand même aussi l'occasion de montrer que la corruption est un problème global. On peut bien évidemment parler du Nigeria, de l'Afghanistan, mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que si il est possible, par exemple, de corrompre, disons, des agents étrangers au Nigeria, en Afghanistan, c'est aussi parce que derrière, c'est possible de blanchir l'argent, notamment, par exemple, à Londres ou dans des paradis fiscaux. Donc, ce qui était important aussi, notamment pour les pays du Nord, c'est de balayer devant leurs propres portes. Et là, oui, de ne pas pointer uniquement la responsabilité finalement des pays du Sud. Non, exactement, d'assumer aussi leur responsabilité dans ce système international d'opacité auquel on fait face. Et là, il y a eu quelques avancées aussi du côté du Royaume-Uni, mais par contre, là où on est déçu, c'est que le Royaume-Uni, qui est d'accord pour percer le mystère de ceux qui achètent les propriétaires des biens immobiliers, ceux qui ont des sociétés, le Royaume-Uni n'était pas prêt de regarder de plus près le problème des trusts. Et donc, comme je vous disais, c'est des entités extrêmement opaques, souvent utilisées pour le blanchiment d'argent, et qui, à la base, sont une construction du droit anglais. Et là, on aurait vraiment espéré que le Premier ministre prenne de nouveaux engagements, ce qui, malheureusement, n'était pas le cas. Il n'est pas allé suffisamment loin. Patrick Moulette, dans les pays industrialisés, elle se manifeste comment, la corruption? Parce qu'avant, justement, de parler des pays en voie de développement, des pays du Sud, dans les pays du Nord, elle se manifeste comment? Oui, tout d'abord, un mot sur le communiqué. Le sommet, c'est très important pour nous, l'OCDE, de voir qu'on va récupérer un certain nombre de choses à faire. On est dans la partie concrète, là. Dans ce sommet, il y a une dizaine de références à l'OCDE, à son travail actuel ou futur. Par exemple, travailler davantage sur la définition du propriétaire effectif. Aussi, un rappel aux membres de l'OCDE et d'autres pays qui ont signé la Convention anticorruption de l'OCDE de mettre en œuvre plus efficacement la Convention. Et aussi, une autre dimension importante, les pays émergents, des grands pays émergents, comme la Chine, l'Inde, l'Indonésie,
qui n'ont pas signé la convention de l'OCDE, alors que ce sont des acteurs majeurs sur le plan économique aujourd'hui, il y a un encouragement à ces pays pour signer la convention. Donc c'est une étape, on l'a dit tout à l'heure. J'ajoute que sans les sommets et sans les signatures de textes, il n'y aurait jamais de progrès. Donc il faut bien commencer par là. Oui, donc vous dites que c'est un premier pas. Alors, il y a la question de la mise en œuvre. Sur la corruption, justement, comment est-ce qu'elle se balayer manifeste dans sa porte, c'est déjà, voilà, c'est ça. C'est déjà Mais en comment cours. elle se manifeste dans les pays industrialisés concrètement? On a parlé tout à l'heure de l'argent sale qui est blanchi dans de riches demeures. C'est le cas notamment au Royaume-Uni. C'est vrai aussi également en France, mais encore plus. Au Royaume-Uni, c'est vraiment toute une machine à laver l'argent sale. Quels sont aussi les autres systèmes de corruption, justement, dans les pays industrialisés? Alors, il y en a un principalement, et celui qui nous préoccupe beaucoup à l'OCDE, c'est la corruption de fonctionnaires publics étrangers. C'est un peu compliqué, mais ça veut dire qu'on a une convention qui interdit aux entreprises des pays signataires de donner des pots de vin, ou même de les promettre, on n'est pas obligé de les donner, donc ça va assez loin, à des fonctionnaires dans des pays étrangers, pays du tiers-monde ou pays même de l'OCDE, pour ensuite pouvoir signer des marchés, des contrats. Donc c'est la principale préoccupation de l'OCDE dans ce domaine, c'est comment lutter contre cette grande corruption qui fait tellement de dommages au niveau du développement des autres pays et qui concerne les pays pauvres. Industrialisés, et c'est les pays donc industrialisés qui ont ce système-là qui est mis en place, si je vous entends bien. C'est les pays industrialisés, principalement, mais pas seulement eux. J'ai fait référence aux pays émergents, la Chine et l'Inde qui ne sont même pas sujets à cette discipline internationale, donc qui peuvent corrompre encore plus, si je peux dire. Donc il y a des efforts qui sont faits, il y a une convention très draconienne qui a été signée il y a bientôt 20 ans, et cette convention, par contre, à la différence du communiqué du sommet de Londres, elle est suivie. Signée il y a 20 ans, mais franchement, oui. Voilà, est-ce que la lutte contre la corruption depuis... Non, mais je vous arrête tout de suite, il y a des résultats. Sur la base de cette convention, il y a 361 condamnations, personnes qui ont été condamnées, 130 entreprises, c'est peut-être pas assez. En 20 ans ? C'est peut-être pas assez, mais c'est pas négligeable. C'est pas un tigre de papier, cette convention. Elle fonctionne. Il y a eu des résultats grâce à cette convention ? 130 entreprises condamnées ces 20 dernières années. Oui. Société civile. Oui, il y a de résultats dans certains pays et pas dans d'autres. En France, il n'y a pas une seule condamnation d'entreprise, sous la convention, ce qui montre bien que la France est très sous-équipée en la matière. Ce que je voulais insister, comme ce qu'a dit Frédéric Roeder tout à l'heure, ce qui nous déçoit dans cette convention, c'est que il y a des pays où on blanchit beaucoup, qui sont les territoires d'outre-mer de la couronne britannique. Les îles Vierges britanniques. Les îles Vierges britanniques, les îles Caïmans. Et dans ces pays-là, n'est-ce pas, qui sont souveraineté anglaise, il n'y aura pas, à brève échéance, de registre des bénéficiaires. Donc, en Angleterre, il y en aura. L'Angleterre sera blanc-bleu sur ce terrain-là, mais il suffira aux spécialistes anglais, les gestionnaires de fortune, les avocats, les experts comptables, de dire aux riches investisseurs, écoutez, si vous voulez cacher votre argent, vous faites un petit tour par Jersey, Guernsey, les îles Caïmans ou les Seychelles, vous y faites une petite société et elle investira à Londres en toute sécurité. La même chose se produit au niveau des États américains comme le Delaware, le Nevada ou le Wyoming, n'est-ce pas, où on accepte l'argent des étrangers sans poser la moindre question, ni sur l'identité des personnes qu'ils mettent là, ni sur l'origine des fonds. Là, on a parlé des pays industrialisés. On a parlé tout à l'heure, Frédéric Roeder, justement de la bourde qu'a faite David Cameron, qui a pointé du doigt l'Afghanistan et le président Ashraf Ghani et le Nigeria avec le président Mohamed Bouhari, qui était d'ailleurs à Londres. Aujourd'hui, ce sont deux pays qui, au classement justement de Transparency International, sont en queue de peloton. On peut dire que dans ces deux pays-là, la corruption est institutionnalisée. Alors, je pense que vous avez fait référence à, par exemple, l'indice de transparence internationale. Bien évidemment, les niveaux de corruption dans ces pays sont très importants. Ça, c'est hors question. Mais je pense que ce qui est important ici, c'est pas seulement de se focaliser sur certains pays. Ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est qu'il y a un système international d'opacité et que les pays du Nord,
comme le Royaume-Uni, ont toutes leurs responsabilités dans ce système. Et si on veut vraiment combattre la corruption, et j'irai même plus loin, l'évasion fiscale qui est souvent liée à la corruption et qui utilise les mêmes ressorts, outils, exactement, il faut vraiment une action partout. Et on ne peut pas juste épingler un pays. Mais il faut quel est le lien, pardonnez-moi, parce que si je reprends bien ce que vous dites, quel est le lien entre le Royaume-Uni, en l'occurrence, et la corruption, par exemple, en Afghanistan ou au Nigeria, où c'est quand même une corruption institutionnalisée. Je pense notamment en Afghanistan. Je veux dire, à tous les coins de rue, il faut payer un fonctionnaire dès que vous vous déplacez dans la vie quotidienne. Quel est le lien entre le Royaume-Uni et ce qui se passe aujourd'hui, la corruption en Afghanistan? Alors, ça a été mentionné déjà, c'est les grands cas de corruption où souvent, en fait, qui souvent impliquent en fait des entreprises étrangères et qui donc paient des pots de vin pour avoir accès à des contrats publics, par exemple, dans ces pays-là. Et après, une fois que le pot de vin a été payé, qu'est-ce que vous faites de cet argent? Cet argent sale doit être blanchi. Et c'est là que vous allez passer par exemple, des dépendances de la couronne britannique. Donc là, le lien avec le Royaume-Uni est très concret. Donc vous allez monter un trust ou une société écran quelque part pour cacher le fait que cet argent est issu de la corruption et pour après pouvoir l'investir, par exemple, à Avenue Montaigne ou à Hyde Park. C'est ça, en fait, de manière très simplifiée, le système international de corruption, d'opacité financière. Mais finalement, si je vous entends bien, Jacques Terray, il y a aussi peut-être, pour rebondir sur ce que vient de dire Frédéric Roeder, il y a finalement aussi peut-être une collusion finalement entre les dirigeants de certains de ces pays développés avec ceux des pays industrialisés aussi. C'est ça aussi la problématique. Nous disons à Transparency que pour danser le tango, il faut être deux. Alors, quand la gaffe ou la soi-disant gaffe de David Cameron isolant l'Afghanistan, par exemple, fait bon marché des corrupteurs. Les corrupteurs, ils sont chez nous. C'est-à-dire que ce sont les grandes entreprises françaises, anglaises, allemandes qui payent, et qui non seulement payent, corrompent les dirigeants des pays sous-développés, mais leur font un kit pour diriger l'argent qui sert à les corrompre vers les paradis fiscaux et ensuite, après blanchiment, qu'ils puissent l'investir sur la place de Londres ou de New York. Je pense aussi à l'affaire des biens mal acquis. Il y a aussi une sorte de bienveillance aussi de temps en temps. Oui, il faut dire la vérité, des pouvoirs en place. En l'occurrence, il y a une bienveillance de la France pendant des années à l'égard du pouvoir d'Ali Bongo, à l'égard du pouvoir de Teodoro Obiang ou de Denis Sassou Nguesso. Ce sont des gens quand même qui avaient je ne sais combien de propriétés ici dans les quartiers les plus chics de Paris ou sur la Côte d'Azur. On a fermé les yeux jusqu'à ce que des organisations telles que la vôtre lancent des procédures. Alors, rendons cette justice. Est-ce que le pouvoir français a fermé les yeux Oui, mais rendons cette justice à la France, c'est que depuis l'arrêt de cassation de fin 2009, la société civile comme nous peuvent désormais attaquer justement les gens, les étrangers qui ont mis leur argent dans l'achat d'hôtels particuliers à Paris ou de villas sur la Côte d'Azur. D'ailleurs, les biens d'Ali Bongo ont... pas d'Ali Bongo, fait de la famille Bongo, parce que c'était sous Omar Bongo et pas sous Ali Bongo, sous le père, ont été d'ailleurs saisis. Absolument. 33 propriétés, je crois, à travers la France. Ça, c'est un élément important. C'est un élément important, oui. Parce que ça veut dire aussi que, justement, la lutte contre la corruption, ça avance et que la justice fait son travail, que la justice commence à passer. Ce qu'il faut, c'est montrer aux gens qui reçoivent cet argent qu'ils ne pourront plus le placer impunément sur des places comme Londres ou Paris. Patrick Moulette, un dernier mot. Le Royaume-Uni a proposé la mise en place d'un centre de coordination internationale. Est-ce que vous y croyez ou est-ce que là, c'est une initiative finalement qui est un peu vaine? Parce que pour qu'il y ait une coordination internationale, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait de la coopération entre les États et qu'il n'y ait plus, en l'occurrence, cette collusion entre les différents pouvoirs. Vous y croyez? J'y crois certainement, absolument. D'autant plus que cette coordination a été confiée à l'OCDE et que c'est une reconnaissance. Non, c'est une reconnaissance. On va dire qu'il y a un conflit d'intérêt. C'est pas par hasard. Je m'excuse, c'est pas par hasard. C'est la reconnaissance de la multidisciplinarité de l'organisation dans le domaine de lutte contre la fraude fiscale, dans le domaine de lutte contre le blanchiment de l'argent et dans la lutte contre la corruption. Ça ne veut pas dire qu'on va y arriver forcément très facilement du jour au matin, mais du lendemain au matin, mais c'est quelque chose qui est très important. Et la coopération, c'est entre les États et aussi entre les organisations internationales.
Vous voulez dire peut-être un dernier mot, Frédéric Roda? Moi, je voudrais quand même qu'on dise peut-être un dernier mot quand même sur les populations, parce que là, on parle des riches, on parle des très riches qui vont cacher leur argent, mais ça se fait au détriment des pauvres, des très pauvres, et vous êtes en contact avec ces gens-là sur le terrain. Absolument. En fait, la corruption et l'évasion fiscale touchent beaucoup plus les pays pauvres, et notamment les populations les plus pauvres dans ces pays, et c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Et je pense que ce que, par exemple, l'affaire des biens mal acquis a montré, mais aussi les Panama Papers, c'est que c'est très bien si les États prennent les engagements, s'ils essaient de mieux se coordonner, mais en fin de compte, les choses ne vont que bouger si les citoyens, et d'ailleurs partout dans le monde, se mobilisent. Et ça a déjà montré des résultats. On parlait du Nigeria tout à l'heure, qui a vraiment fait des avancées assez impressionnantes en termes de transparence grâce à des initiatives citoyennes. Et ça, c'est quelque chose il faut que ça continue. Et donc, quand on parle de transparence lors de ces sommets, on ne parle pas de transparence entre les États, entre des administrations fiscales. Il faut une transparence vraiment pour les citoyens qui aient accès à des données, par exemple, sur ces sociétés écrans, sur les trusts dont on parlait. Donc ça, c'est extrêmement important et on ne peut pas les laisser de côté. Merci beaucoup à tous les trois de nous avoir parlé de ce sommet de lutte contre la corruption. Vous restez avec moi. On accueille tout de suite Inès Olagaray, tout ce qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux ce jeudi. Inès. Allez, on va parler du Festival de Cannes, de cette 69e édition avec vous Inès tout de suite et beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux sur ce festival qui a démarré hier. Voilà, et plus précisément sur le discours de la cérémonie d'ouverture qui était fait, comme vous le savez, par le maître de cérémonie, Laurent Lafitte. Et ce discours, eh bien, ça a été l'occasion de plusieurs blagues et du premier scandale du Festival de Cannes, comme le titre cet article de l'Express. Alors la blague, je vous la rappelle, c'est donc Laurent Lafitte qui s'adresse à Woody Allen et qui lui dit « Ces dernières années, vous avez beaucoup tourné en Europe, alors que vous n'êtes même pas condamné pour viol aux États-Unis. » Deux allusions dans cette blague, une à Roman Polanski qui est lui poursuivi pour viol aux États-Unis, mais aussi à l'affaire qui concerne Woody Allen qui lui a des accusations de viol depuis 20 ans, des accusations de viol portées par sa fille adoptive Dylan Farrow. Alors Télérama titre également sur ce début donc, de polémique, Laurent Lafitte et Woody Allen, la vanne qui fait des vagues. Alors il rappelle que aussi cette blague, eh bien, elle est intervenue le jour où le fils adoptif de Woody Allen a publié une tribune dans le Hollywood Reporter pour reprocher aux médias leur silence quant aux accusations sexuelles qui avaient donc eu lieu, été portées par sa sœur dans les années 90. Donc forcément, mauvais timing pour la blague de Laurent Lafitte. Woody Allen, lui, sur le moment, il est resté plutôt stoïque, on le voit, là c'est au moment de la cérémonie quand Laurent Lafitte fait sa blague, pas de réaction. Le lendemain, le Parisien nous explique qu'il était à un déjeuner où des journalistes étaient présents et apparemment on lui a posé la question. Il dit que non, ça l'a pas trop choqué, que finalement les humoristes doivent pouvoir être libres de dire ce qu'ils veulent et qu'il se considère lui-même comme un humoriste et qu'il n'aimerait pas qu'on le censure. Alors, la réaction à laquelle on ne s'attendait pas, eh bien, c'est le succès qu'a eu cette blague en fait outre-Manche aux États-Unis, comme l'explique cet article de Slate. La blague de Laurent Lafitte sur Woody Allen le rend célèbre outre-Atlantique. Alors l'article nous cite plusieurs réactions de journalistes, comme par exemple cette journaliste du site BuzzFeed qui dit c'est bien pour une fois, eh bien, le comédien s'en prend directement à Woody Allen, ce qu'ont pas fait les médias. Et cet autre journaliste, lui, Andrew Husband, qui dit « Je ne connaissais pas Laurent Lafitte, mais il est devenu mon chouchou depuis qu'il s'en est pris directement à Woody Allen. » On va parler d'un nouveau site de rencontre qui vient de voir le jour et qui est destiné aux Américains qui veulent s'installer au Canada. Voilà, alors ça s'appelle Maple Match et le slogan c'est Make Dating Great Again. Donc c'est bien sûr une allusion au slogan de campagne de Donald Trump, Make America Great Again. Et donc ce site, effectivement, il est destiné aux Américains qui se disent si jamais Donald Trump est élu, je quitte les États-Unis, je pars m'installer au Canada. Alors ça concerne 19% des Américains, d'après un récent sondage, 19% qui seraient prêts à quitter le pays. Et c'est un Texan, et pas un Canadien, qui a vu là le filon et qui s'est dit « Je vais créer ce site pour faciliter le transfert de mes concitoyens vers le Canada ». Alors sur Twitter, l'idée a plutôt séduit, elle a plutôt fait rire. Donc comme par exemple cette jeune femme qui dit « C'est sans doute le site de rencontre le plus attrayant dont j'ai entendu parler. Éviter l'apocalypse en trouvant l'amour ». Merci beaucoup. Merci Inès Olagaray. Tout ce qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux. Ce jeudi, on retrouve votre chronique à 20h45. Merci à vous d'avoir participé à ce débat. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain soir à partir de 18h, heure de Paris. Très belle soirée sur France 24.